Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler musique. Pas d'un style en particulier, mais de son industrie. Une industrie que l'on pourrait presque diagnostiquer comme schizophrène, puisque d'un côté, on a la musique accessible en streaming qui a surperformé pendant ces périodes de confinement, et pour cause, la musique, quand on a le droit de rien faire, reste un espace de liberté et d'évasion qui a certainement aidé beaucoup d'entre nous. Et de l'autre côté, vous avez les lives, les concerts, les festivals qui, eux, pour le coup, ont totalement disparu de la scène. Forcément, rien de pire en pleine pandémie que d'agglutiner des centaines, voire des milliers de personnes euphoriques, chantant tous ensemble et dansant frénétiquement les uns contre les autres. Mais l'espoir est là. Des concerts ici et là se jouent. Assis pour le moment, c'est vrai, mais petit à petit, la machine se met en route. Et si j'utilise le mot machine, c'est pour une bonne raison. La scène, c'est avant tout un spectacle, une organisation qui se prépare et s'anticipe des semaines, voire des mois à l'avance. C'est une machine d'une précision difficilement imaginable. Ce sont des centaines de professionnels qui travaillent dans un seul but, vous offrir le meilleur et le plus beau des spectacles. Mais comme toutes les machines, parfois, elles se grippent. Et une machine qui se grippe, dans le meilleur des cas, elle s'arrête. Dans le pire, elle explose. Mais restons optimistes. Oui, avec la pandémie, la mécanique de la scène musicale s'est grippée. Oui, elle s'est arrêtée, mais grâce à des hommes et des femmes passionnés, la machine va se remettre en marche, le cœur de la scène va se remettre à battre et celui du public à s'emballer, tout simplement parce que, comme disait Nietzsche, la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil, et ce n'est pas mon invité qui va vous dire le contraire. Bertrand Torpedo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Torpedo Productions, vous êtes l'ex-directeur de production chez AEG, numéro 2 mondial de l'événement, et membre maintenant de la société internationale Overlook Events. Vous êtes ce que l'on appelle dans le métier un tourneur-producteur, c'est bien ça. C'est ça. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tourneur, j'ai regardé une définition, c'est-à-dire que vous imaginez, proposez et gérez les concerts de vos artistes, parmi lesquels on retrouve... Parmi lesquels on retrouve, on a eu Yemi Alade, là on a des Congolais comme Werason, Ferrigola qui sont dans les numéros 1 africains actuellement. Et plein d'autres. Et plein d'autres, ouais. Alors, avant de parler du présent, de l'avenir, des concerts et de ce qui va se passer et de cet espoir suscité peut-être avec ce retour des lives, peut-être un mot sur la période qu'on vient tous de traverser, notamment par le confinement. Comment vous l'avez vécu, vous, en tant que producteur? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer? C'est l'humain, l'artistique, le financier? Comment vous avez fait? Tout a été difficile. Tout a été difficile parce que déjà, d'un seul coup, notre métier s'arrête. Donc, plus de rentrée d'argent. Plus de rentrée d'argent égale des difficultés financières. Il a fallu se serrer la ceinture. De l'inaction, puisqu'en fait, pendant un an, on n'a rien fait. On n'avait pas de travail et puis on n'avait pas la possibilité d'en avoir. Et vous manquez aussi des perspectives et vous n'aviez aucune comme bien tout le sûr, monde. puisque au début, ça devait être 2 mois, puis après 4 mois, puis après 6 mois. Et puis quand on nous a libérés là, on n'y croyait même plus en fait. Donc aujourd'hui, on est très heureux, mais c'était une période extrêmement éprouvante. Comme je le disais en préambule, un concert, ça se prépare des semaines, voire des mois, peut-être même des années à l'avance, selon certains artistes. Quand vous avez appris, comme tout le monde, brutalement, que bon, ça y est, c'est fini, on ferme tout pour le moment, j'imagine que vous aviez des engagements, contractuellement, vous étiez en préparation, en répétition, en déplacement, je ne sais pas, peut-être même des repérages, booker des gens. Ça aussi, ça a dû prendre du temps pour tout annuler. Bien sûr, alors c'était une vraie gymnastique pour tous les producteurs et tourneurs et artistes du monde entier et festivals. On annule et on essaye de reporter. Et en plus, c'est une gymnastique qui s'est répétée 3-4 fois. C'est-à-dire qu'au début, en mars, on essaie de reporter pour juin. Ouais, comme vous disiez, 2 mois, 4 mois. Et puis en juin, on reportait pour l'automne. Et puis après, donc c'était extrêmement compliqué. C'est de l'argent perdu. Alors bien entendu, tout le monde a essayé de jouer plus ou moins le jeu. Les salles ont fait des efforts. Mais par exemple, toute la promotion
d'un concert annulé, c'est perdu. On peut dire que pour les transports, les billets d'avion, c'est vrai qu'ils sont censés rembourser, mais c'est pas si évident que ça. Oui, puis c'est pas des billets d'avion pour 2 personnes. Ah bah non, c'est tout un groupe, et puis souvent ils viennent d'un autre continent. C'est énormément de frais. C'était quand votre dernier événement, vous ? C'était en février 2020. De février 2000. Ah oui, vous avez profité un moment de... Juste avant le confinement, d'ailleurs. Alors, on l'a vu, ce confinement a posé des problèmes à tout le monde. Barnabé Deveau revient sur cette année, live, pas live, festival. Vous allez voir, une année pas très funky, il y a encore moins rock'n'roll. On regarde et on se retrouve après. 6 mars 2020. Le rappeur Laylo enflamme la scène de l'Olympia à Paris pour célébrer son album Trinity sorti quelques jours auparavant. 10 jours plus tard, le président Emmanuel Macron l'annonce. Nous sommes en guerre. Tous les lieux culturels doivent fermer leurs portes. C'est le premier confinement. Pour s'occuper, les artistes professionnels ou amateurs se sont adaptés. Certains ont choisi de jouer depuis leur balcon, comme cette violoniste à Lausanne. D'autres ont décidé d'allumer leur caméra et de proposer des concerts virtuels. Vous vous souvenez peut-être du Boléro de Ravel interprété par l'Orchestre national de France. Cependant, ces solutions ne sont que temporaires. Et très vite, l'envie de retourner dans les salles de concert se fait sentir, à la fois pour les artistes, mais aussi pour le public. C'est pourquoi, dès février, alors que la France est encore en plein cœur de la crise sanitaire, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, annonce la mise en place de concerts-tests dans les grandes villes de France et surtout la possibilité d'organiser des festivals en plein air. Malheureusement, pour retrouver la convivialité du Hellfest ou l'immense foule des vieilles charrues, il faudra encore patienter, comme c'est le cas pour à peu près tous nos faits et gestes depuis le début de la pandémie. Des restrictions dictent la mise en place des concerts. Les festivaliers devront garder une distance de 4 mètres carrés entre eux et bien sûr porter leur masque durant la totalité des concerts. Vous l'aurez compris, le retour des concerts comme on les aime, ce n'est pas pour tout de suite. Il faudra attendre encore un peu, mais alors, combien de temps ? Bertrand, on est d'accord que des concerts avec les contraintes sanitaires à 4 mètres, c'est pas ça votre métier ? Non, c'est pas ça. Surtout debout. Oui. Concert debout, dansant, bah non, on ne pourra pas. Mais vous êtes plutôt pour là, ces tests ou tout c'est inutile et ça ne sert pas à grand-chose selon vous ? Moi, je suis plutôt pour. En fait, je suis pour tout ce qui peut permettre d'arranger la situation. Et puis, je ne fais pas partie de ceux qui ont trop voulu revenir dans les salles trop tôt. Parce que moi, j'ai des amis aussi qui ont été touchés par la Covid, qui en sont morts. Et donc, j'étais plutôt à vouloir attendre que la situation... L'aspect business est passé en second plan. Complètement, parce que l'aspect business, si c'est pour pour remplir des gens et former des clusters dans mes propres salles, ça ne m'intéressait pas. Après, oui, par contre, j'étais un peu pressé que les savants trouvent une solution, que le vaccin arrive. J'en suis très ravi et très reconnaissant. Et puis maintenant, oui, il faut qu'on reparte de l'avant, quoi. Et vos artistes, vous allez les obliger à se vacciner ? Alors, je ne vais pas les obliger, mais je vais leur conseiller fortement. Oui. Ouais, enfin, tu vas... OK. Alors, là, on l'a compris, ça va reprendre. On espère tous que ça va reprendre. On va arriver à la période des festivals et tout ça. On commence par quoi ? On est producteur, comme vous, on est tourneur, on commence par quoi ? On regarde la disponibilité de ces artistes, on essaye de caler des salles, parce que j'imagine que vous allez être un peu tous dans la même situation, et ça risque un peu de bouchonner aux portes des Zéniths de France quand même, non ? Alors complètement, et puis le Zénith, c'est vraiment un bon exemple, puisque moi j'en ai 2 en septembre. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous eu des spectacles, et on a tous pris des options en plan B. Voilà, Mais sans certitude. Sans certitude, bien sûr, voire même en plan C, voire même en plan D. D'accord. Donc, moi, en l'occurrence, j'avais des spectacles en mai et en juin au Zénith que j'ai calés en septembre prochain. Donc, alléluia, je vais pouvoir les faire, mais j'avais encore des plans C en novembre et décembre. Donc, on avançait sans trop savoir quand est-ce qu'on pourrait reprendre. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'an dernier, on a annulé, on a reporté de 2 mois, puis de 4 mois. Puis les Américains, les étrangers ont commencé à dire, vous savez quoi, les tournées, on va les faire carrément fin 2022
ou en 2023. Pendant ce temps, nous, en France, on reportait de 6 mois, ce qui fait que les zéniths en fin 2022 et début 2023, ils sont déjà pleins. Ouais. Et maintenant, ceux qui reportaient de 6 mois en 6 mois se retrouvent obligés de reporter dans plus d'un an, puisque la période fin 2022, début 2023 est déjà presque trustée par les grands groupes américains et étrangers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc très bien. Mais je comprends tellement bien que je me dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir encore attendre 2-3 ans avant de pouvoir produire leurs artistes? Alors aujourd'hui, tout le monde essaye d'aller le plus vite possible et on joue des coudes pour trouver des salles. Mais par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas un week-end de dispo au Zénith de Paris entre septembre et décembre 2023. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les organisateurs, les bookers du Zénith vous ont demandé, alors écoute, il y avait 3 dates prévues, est-ce qu'on peut tout faire que sur une seule date parce que ça bouchonne? Est-ce que vous avez été obligé de faire quelques concessions? Je ne sais pas, tourner des concerts à 14h au lieu de 21h? Est-ce que... Alors, le personnel du Zénith ne peut pas faire ça. Quand on a un artiste qui est en tournée, par exemple, il faut savoir que sa tournée, ça va être entre 5 et 25 dates européennes. Donc, ils sont obligés de construire un routing qui va passer par Paris et d'autres villes. Donc, on n'a pas toujours le choix. Souvent, on nous dit, voilà, j'ai telle date ou j'ai le choix entre telle et telle date. Mais une tournée bien construite ne peut pas passer le lundi à Paris, le mardi à Moscou, le mercredi à Madrid. Sauf si on est les Rolling Stones. Et même eux, parce que tout le monde vraiment, on doit pouvoir s'arranger. On doit pouvoir, mais ce n'est pas l'idéal. Non, parce que là, ce que vous dites est excessivement important. J'imagine que vous, en tant que producteur, quand vous planifiez une tournée pour un artiste, les dates, les villes, c'est réfléchi, il y a une stratégie derrière ça, on est d'accord. Vous ne balancez pas, tiens, allez, vas-y, va me faire le Zénith, on va voir si ça marche. Bien sûr, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut avoir ce qu'on appelle un routing cohérent. Quand on fait une tournée française, on essaie d'avoir des villes qui ne soient pas trop loin les unes des autres, parce que le matériel, il faut savoir que le concert finit à 22h30, 23h, on démonte tout le matériel qu'on met dans des camions, et qui voyage la nuit pour arriver au petit matin dans la salle suivante. Donc il faut qu'il y ait une cohésion logistique. Et puis après, il faut aussi que pour l'artiste, c'est sûr que les week-ends sont plus prisés que les débuts de semaine. Donc il y a énormément de choses auxquelles il faut réfléchir pour pouvoir faire ces concerts. Alors maintenant, on va parler à proprement dit de votre métier, je le disais, organisateur, tourneur de concerts. Tout d'abord, on prend un artiste X. Oui. C'est pas le nom d'un artiste, c'est pour dire un artiste. Oui. Et vous organisez pour cet artiste une soirée à l'Olympia, un concert à l'Olympia, exactement le même à Bercy. Combien coûte celui de l'Olympia? Combien coûte celui de Bercy? Combien coûte celui de l'Olympia? Alors, une fourchette, celui de l'Olympia va coûter entre 80 et 100 000 euros. Pour une représentation? Pour une représentation, tout compris, cachet de l'artiste, la salle, la promo, etc. Vous comptez aussi toute la pré-prod, la porte? Oui, on va dire une enveloppe de 100 000. On est sur une enveloppe de 100 000 euros. Oui, on est sur du 500 000 euros sur un Bercy. Ouais. Et on est sur du 100 000 euros sur un Olympia. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué à organiser? C'est un gros concert? C'est un petit concert? Et d'ailleurs, quelle est la jauge? Qu'est-ce qu'on considère comme étant un gros concert? C'est la notoriété de l'artiste? C'est le public? C'est la salle? C'est quoi? Alors, un gros concert est plus compliqué. Pour vous, en tant que professionnel, quand vous parlez dans votre jargon, quand vous avez un gros concert, c'est quoi? Alors, quand j'ai un gros concert pour moi, je suis dans une salle de 2000 personnes et plus. À partir de 2000 personnes, on est dans des salles comme l'Olympia, comme le Casino de Paris, le Zénith, la scène musicale, etc. Donc là, on commence à être dans les gros concerts. Donc c'est en général un peu plus compliqué parce que techniquement, il y a plus de choses à maîtriser, il y a plus de matériel à amener. Un petit concert est plus simple logistiquement et techniquement, mais pas forcément au niveau de la promotion. Parce qu'il faut quand même remplir la salle. Donc si l'artiste n'est pas si connu que ça, il faut quand même être... Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que promouvoir et travailler avec un artiste pas connu et un artiste connu, ce n'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même métier. C'est-à-dire que les priorités ne sont pas les mêmes. Alors un artiste connu, il a des fans, les gens veulent le voir. Alors on va quand même faire de la promotion pour expliquer qu'il est là, pour montrer qu'il est là. Mais en gros, si l'artiste est aimé de ses fans, ils vont venir au concert. Quand on fait ce qu'on appelle les artistes en développement, c'est-à-dire des artistes peu connus,
Et il faut pousser, il faut vraiment montrer, il faut expliquer qui ils sont, il faut les jouer. Et parfois, ça requiert vraiment du temps et du travail. Oui, parce que là, vous êtes en train de parler de votre métier de producteur, du coup. Là, Tout à fait. on parlait du métier d'organisateur de concert, mais en tant que producteur, on est d'accord que ce ne sont pas les artistes qui cherchent un producteur ou un tourneur, c'est vous qui allez à leur rencontre. Comment ça se passe? Là, maintenant que vous, ça fait longtemps que vous êtes dans le métier, qu'on vous connaît, tiens, tu devrais aller voir un tel, il y a lui, on m'a parlé de lui, mais si on vous le dit à vous, on l'a certainement dit à d'autres, comment ça se passe? En fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, les producteurs, on est toujours en recherche d'artistes, puisque c'est avec ça qu'on gagne notre vie. Mais les artistes sont également en quête de producteurs qui correspondent à leurs besoins. Moi, par exemple, je suis spécialisé dans les artistes communautaires. Donc, un artiste africain ou oriental va plus naturellement venir me voir moi qu'un autre producteur peut-être plus généraliste. Donc, moi, j'ai souvent des artistes qui m'appellent en me proposant de travailler pour eux. Après, ça m'intéresse pas. Et régulièrement, je contacte aussi toutes sortes d'artistes parce que je suis intéressé par leur profil et on essaye de s'entendre. D'accord. Et il y a là, sans dévoiler des noms, vous avez 2-3 pépites Oui, alors... sans dévoiler les noms. Hein, on en a tous. On en a tous des artistes qui nous plaisent, avec qui on a envie de travailler, et bien sûr. Alors, là, la musique, telle que je l'ai connue, et telle que vous l'avez connue, puisqu'on en parlait un petit peu plus tôt, on a connu, nous, il y avait un artiste qui nous plaisait, parce qu'on l'avait entendu dans une émission musicale, ou chez Michel Drucker, ou pour d'autres, chez les enfants du rock, Sex Machine, enfin bon, là, on en a perdu plein, mais quand même. Maintenant, c'est YouTube. Est-ce que le digital, le numérique, a changé totalement l'approche artistique? Est-ce que maintenant vous vous retrouvez face à des artistes parce qu'ils ont eu 1000 vues sur Internet, ça y est, ils ont le boulard, ils veulent le zénith. Est-ce que votre approche, votre démarche vis-à-vis de ces jeunes ou moins jeunes, peu importe, de ces groupes, est-ce que vous avez vraiment senti le changement, une évolution? Oui, bien sûr. Ouais. En fait, on contraint et forcé. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on découvrait les artistes. Moi, pour ma part, j'allais dans un disquaire que j'aimais bien et qui me disait tiens, tu devrais écouter ci, tu devrais écouter ça, et c'est comme ça que je découvrais. Il existe toujours? Non, il a pris sa retraite malheureusement. C'est comme ça que j'ai découvert énormément d'artistes. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de disquaires, ou très peu. Et de toute façon, les jeunes ne vont pas presser un CD, encore moins un vinyle, pour le déposer chez les disquaires qui restent. Donc aujourd'hui, il faut faire avec les outils qui existent, que tout le monde prend. Et un de ces outils, c'est effectivement YouTube. Donc c'est vrai que malheureusement, un des critères maintenant, quand on ne connaît pas un artiste, quand on va le voir sur YouTube, c'est de vérifier le nombre de vues. Ah, il a tant de vues. Ça peut être intéressant puisque ça intéresse les autres. Et après, effectivement, on écoute et on se fait notre propre opinion aujourd'hui. Mais c'est vrai que malheureusement, un artiste qui a très peu de vues, tout de suite, on va avoir cette réaction de se dire « Oh là là, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que si je travaille avec lui, il n'est pas assez soutenu, il n'a pas assez de fans ?» Donc effectivement, et du coup, ça pose un autre problème, c'est qu'en fait, on attend maintenant que les artistes soient déjà connus pour pouvoir les travailler, alors qu'à l'époque, des artistes qu'on appréciait, on les aidait à se développer. Vous voulez dire que votre investissement, par la force des choses, ne peut plus être le même? Votre accompagnement ne peut plus être le même? Sauf coup de cœur absolu. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, on fait face aussi à des pressions économiques. Et là, par exemple, le confinement, puisque c'est le sujet aujourd'hui, nous rappelle qu'on n'est pas là pour s'amuser. On s'est amusé, mais aujourd'hui, par exemple, toute l'année qui va suivre, que ce soit dans notre profession ou dans plein d'autres, il faut rattraper le retard. On a eu des prêts garantis par l'État, va falloir c'est pas de l'argent qu'on nous a donné, c'est des prêts, il va falloir les rembourser. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on génère de l'argent pour rattraper le retard de l'année passée et pour rembourser les prêts contractés. Donc on ne peut pas s'amuser, malheureusement, on ne peut pas développer des artistes qui vont nous prendre trop de temps avant d'arriver à générer des revenus. Donc là, vous allez être plutôt sur quelques valeurs sûres, histoire de reprendre, comme on disait au début, remettre la machine tout doucement en route. C'est souvent un peu comme on le voit par exemple au cinéma. Il y a des gros blockbusters très populaires qui permettent, alors peu appréciés par la critique et autres, mais qui permettent en fait de financer après des films d'auteur, ce genre de choses. C'est ça. C'est exactement la même mécanique. Complètement. Il faut générer de l'argent pour pouvoir
entre guillemets, s'amuser derrière ou lancer des artistes un peu moins connus dans lesquels on croit. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Vos artistes, ils veulent toujours faire des télés? Oui, bien sûr. Ouais. Et il y a quoi comme télé qui reçoit des artistes maintenant? Alors, il y a Culture Box quand même qui a fait beaucoup de bien. Et en plus qui était assez qualitatif. Et puis non, il reste toujours... alors bon, il y a Nagui sur les grandes chaînes. Quand il fait Taratata. Quand il fait Taratata, ça concerne un petit réseau de grosses stars, mais il existe plein de petites chaînes de télévision qui apprécient de recevoir des artistes. Les radios sont toujours là et nous aident, heureusement. Ça manque une chaîne musicale comme MTV? Pas le MTV de maintenant, hein, le MTV... Alors moi, ça me manque. Ah oui, moi ça me manque aussi. Ça manque parce que pour le coup, c'était extrêmement qualitatif. C'était le YouTube d'avant, hein, presque. Alors on peut dire ça. C'est pour nous, pour notre génération, c'est là qu'on pouvait voir des clips et tout. Ouais. Et puis donc il y avait MTV, il y avait MCM aussi quand ça a commencé, qui était pas mal, mais MTV c'était extraordinaire. Pour moi, il y a certaines émissions sont légendaires. Après aujourd'hui, il y a tellement, comment dire, l'accessibilité à la musique est tellement facile, tellement aisé. Réaliser un clip, on peut même le faire à partir d'un téléphone portable maintenant. Alors que on a connu l'époque où pour sortir un single, il fallait aller dans un studio d'enregistrement qui coûtait extrêmement cher. Il fallait presser son CD. Il fallait avoir un ingénieur du son, il fallait avoir du matériel. Et tout ça, parce que les musiciens ne savaient pas le faire eux-mêmes. Il fallait presser son CD. Il fallait après, pour les plus riches, le presser professionnellement. Pour les plus démunis, presser manuellement. Hein. On allait avec des dupliqueurs de CD, nous on faisait ça. Après, pour faire des concerts, il fallait trouver les salles. Donc il n'y avait pas Internet. Il y avait MJC. Voilà, moi je récupérais les magazines de musique et je regardais les tournées des groupes qui jouaient partout en France, et j'appelais via le Minitel ces salles-là. J'envoyais le CD que j'avais dupliqué avec une bio, une photo du groupe, et 2 semaines après, je rappelais, vous avez bien reçu le CD, est-ce qu'on peut venir jouer? Bon, c'était un processus lourd qui faisait qu'il n'y avait pas tant d'artistes que ça qui se lançaient parce que c'était trop compliqué. Aujourd'hui, on enregistre sa musique soi-même. De chez soi si on veut, tout le matériel, les logiciels sont faciles d'utilisation et pas si chers que ça. On met sa musique sur les réseaux sociaux. On a même des plateformes qui vous permettent de faire la promotion en mettant un peu d'euros dessus ça vous fait de la concurrence, musique. ça, vous trouvez? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, moi je l'ai vu parce que dans le réseau des salles de concert français, par exemple, moi j'ai commencé à 23 ans, quand on proposait des artistes, ils étaient écoutés, il y en avait peu, les salles étaient demandeuses d'artistes, donc on pouvait monter des tournées facilement. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée, le nombre de salles est plus ou moins toujours le même, le nombre d'artistes a été multiplié par 100 peut-être. Et donc forcément, il y a une plus grosse demande. Il y a une plus grosse offre d'artistes. Donc c'est plus dur pour des tourneurs puisqu'on n'est plus les seuls à vendre des artistes. Quelle leçon votre industrie va ou peut tirer de cette période que l'on vient de vivre? Est-ce que ce soit positif ou négatif, est-ce qu'elle va... vous étiez dans l'optique, on attend que ça passe et on reprend comme c'était, ou bon, c'est arrivé... On a certains spécialistes, médecins ont sous-entendu que ça pourrait durer longtemps, que ça peut se reproduire. Votre métier, c'est d'anticiper, justement, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que producteur. Quel est le premier élément? Là, vous vous dites qu'il y a des choses qu'on ne fera plus parce qu'on se dit que, ça va être quoi? De prévoir à trop long terme? Vous allez faire des planifications sur des délais plus courts, des concerts moins longs? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Forcément, toute expérience a des avantages et des inconvénients. Là, c'était une expérience douloureuse, mais on a essayé de tirer des choses positives de ça. Ça nous a permis déjà de rebattre les cartes avec certains artistes. Et notamment, il y a certains confrères de très grosses sociétés. Je vous ai dit que j'étais chez AEG avant. Il y a le concurrent Live Nation qui avait fait une tribune là-dessus, qui a décidé, par exemple, de renégocier mieux
les cachets des artistes et surtout les modes de... L'annulation et de... Il y a des Exactement. petites clauses qui... Il y a beaucoup de petites clauses qui sont apparues d'un seul coup, qu'il n'y avait pas avant. Avant, on payait un cachet d'artiste 50% à la signature, 50% avant qu'il monte sur scène. Sur des montants qui coûtent des millions ou des centaines de milliers, ça faisait beaucoup d'argent bloqué. Là, certaines boîtes ont décidé de verser 10% à la signature. Parce que maintenant, tout peut arriver. Faut savoir aussi que les assurances annulations qui nous couvraient, eh ben, elles ne couvrent plus les pandémies. Ou alors à un montant... Ou à un montant qui fait qu'on ne fait plus le concert. D'accord. Donc c'est vrai que tout ça, il a fallu encaisser, s'adapter. Et en ça, ça nous a permis de changer 2-3 petites choses. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu un moment où c'était devenu de l'abus. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que... Avant la pandémie, nous avions eu les attentats, parce que les attentats, mine de rien, il y a quand même eu 6 à 7 mois où les concerts étaient vraiment très compliqués, parce que le public n'allait pas dans les salles, il y avait un traumatisme. 5 ans, 6 ans après, on se retrouve avec cette pandémie. Tout ça sont des choses qu'on ne pouvait pas anticiper ni prévoir. Donc aujourd'hui, on va essayer encore une fois de faire plus attention, de partir sur des projets peut-être plus sûrs, mais il n'y a rien qui dit Mais vous n'avez toujours pas de boule de cristal et vous ne pouvez toujours pas me dire demain ce qui va se passer. Absolument. Bertrand, on arrive au terme de l'émission. Juste une dernière question. Le concert du futur, il va ressembler à quoi ? Je pense que le concert du futur, il va ressembler à ce qui ressemble à peu près aujourd'hui. Ouais. Les gens, finalement, aiment le contact avec les artistes, le vrai contact, c'est-à-dire voir un artiste de ses propres yeux, aller au concert, se retrouver. Vous savez, on dit souvent, quand il y a une foule compacte, oh là là, il y a trop de monde. Et puis finalement, quand on est tout seul ou très peu dans une salle et qu'on a de l'espace, ça manque d'ambiance. Ouais. Donc, au final, on préfère tous une grosse ambiance, on préfère tous bien rire, bien faire la fête. Et je pense que ça ne va pas vraiment changer. Là, ce qui va changer sur les concerts du futur, ça va être la technique. La technologie, les lumières, les effets spéciaux, les écrans, etc. est extrêmement évolué. Donc encore de plus beaux spectacles. Encore de plus beaux spectacles et plus accessibles, puisqu'en fait, en même temps qu'il y aura le spectacle physique, il y aura le streaming que beaucoup de boîtes ont expérimenté. Et donc, je pense que tout ce qui est physique a encore de beaux jours devant lui. Bertrand Torpedo, merci beaucoup d'avoir accepté Laurent. notre invitation. Nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. Et d'ici là, vous le savez, continuez à vous informer en regardant forcément Télé Sud. À la semaine prochaine, au revoir.